Coucou, prof Arnold Nyalouma, c'est un plaisir de vous avoir dans notre studio. Bonjour. Bonjour madame la directrice. Alors je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC. Nous sommes en train de parler de la commémoration du Génocoste qui a eu hier à travers toute la République démocratique du Congo et la province du Sud Kivu également, où il y a eu pose des gerbes des fleurs ici à Bukavu, sur le site Monument de la Femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on se limiter là? Le 2 août, c'est passé d'ailleurs et c'est fini, on a tourné la page. Je vous remercie madame la directrice. Je suis témoin de ce qui s'est passé le 2 août 1998 et de ce qui s'est passé avant. Je connais des endroits où nous avons enterré des amis en 2016, en 2090, qu'est-ce que je dis, en 1996 et qui sont devenus de maisons. Et donc c'est avec tristesse que nous pouvons nous exprimer aujourd'hui parce qu'on semble prendre cet événement comme une commémoration ordinaire. Nous oublions que c'est ce silence que nous avons vécu depuis 1996, depuis l'assassinat de Christophe Mouzirwa, depuis effectivement l'assassinat de malades à l'Emera qui a révolté le docteur Denis Mukwege. C'est ce silence qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore la guerre à l'Est. Que les mêmes personnes, les mêmes acteurs, n'ayant pas été punis 30 ans, au contraire, ayant été bonifiés, étant devenus des grands leaders, ça donne des idées aux jeunes. Prof Arnold Nyalouma, vous ne pensez pas que c'est parce que la République démocratique du Congo bonifie, s'il faut utiliser vos propres termes, les bourreaux, que la communauté internationale prend cette question des génocides à la légère? Alors, je pense qu'il y a plusieurs regards à faire. Oui. Il faut d'abord se rappeler que ce n'est pas le premier génocide au Congo. Léopold II, quand il entre 1885 et 1908, il a tué la moitié du peuple congolais. Sur les 20 millions d'habitants, 10 millions sont morts. Nous nous sommes tués. Si on s'était encore aujourd'hui, si on se trompe sur les chiffres, j'entends les gens parler de 4 millions. Mais les statistiques officielles, en 1998, rapport de l'IRC, nous étions à 6 millions. Le rapport aujourd'hui, on est au-delà de 10 millions de gens qui sont morts, de personnes qui ont été tuées pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont fait. Et donc, nous devons d'abord avoir cela à l'esprit, que si nous continuons à oublier ou à négliger effectivement ce qui nous est arrivé, et comme vous le dites, au niveau des officiels et de la population congolaise, il y a effectivement plusieurs attitudes de banalisation. Nous avons écouté certains officiels dire la guerre est à 2000 km. C'est la guerre de l'Est. C'est la violence pour les gens du Kivu. Et quand on est à Kinshasa, et quand vous allez aux Nations Unies, vous dites non, ce n'est pas une affaire du Congo, c'est une affaire d'une zone. Et donc le fait qu'on ne s'assume pas, nous-mêmes aussi comme victimes, quand vous voyez évidemment on ne doit pas comparer les crimes, puisque tous les crimes sont odieux, mais quand vous voyez les autres victimes, même en Centrafrique, vous sentez que les gens s'assument. Mais je vis des gens à Bruxelles avoir peur de dire, moi je viens du Kivu, où on a massacré les gens, où on a violé les femmes. Je te dis, mais si tu dis ça, comment on va te faire confiance? Est-ce que tu as étudié régulièrement? Et donc, cette victimologie qui n'est pas assumée, c'est un problème. Et notre problème maintenant, c'est nous risquons d'aller vers la banalisation. Je dois dire que moi, je suis frustré par ce qui s'est passé hier. On a l'impression que c'est une finale de la Coupe du Monde où quelques officiels se déplacent. Non, ce n'est pas ça. Dès l'instant où la loi a déjà reconnu qu'il y a eu un génocide au Congo, nous devions avoir non seulement une journée fériée, mais on devrait voir tous les officiels, tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile réunis ensemble pour expliquer ce qui se passait. Puisque je veux vous surprendre, je me suis retrouvé dans un taxi vendredi et le taximan me pose la question, en fait, qui était là en 1998, qui était là en 1996, qui sont les intérêts? C'est-à-dire, à moins de 30 ans, nous sommes en train de perdre la mémoire. Alors, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est la majorité de la population congolaise.
Si à Bukavu, on ne sait pas expliquer ce qui se passait, comment voulez-vous que quelqu'un qui est à Banzangungu ou encore à Mwanda puisse vous dire ce qui se passe aujourd'hui à Beni, ce qui s'est passé à Kanyola il y a quelques années? Et donc nous également comme communauté, chacun individuellement a un rôle à jouer, d'abord dans nos familles et au niveau le plus élevé. Mais ce n'est pas seulement l'indifférence des autorités politiques. Les collègues l'ont dit, nous avons des auteurs de ces massacres qui sont aux affaires. Et ça, c'est depuis, je veux dire, la transition. Et donc, chaque fois que nous parlons ici, il y en a qui sont gênés. Il y en a qui sont mal à l'aise. Je dois rappeler que la première initiative pour créer le tribunal pénal international pour la RDC, la première initiative a été étouffée par Moïse Nyarugabo, alors sénateur. Et depuis lors, c'est par un courage particulier qu'on a eu finalement cette journée. C'est à travers la loi sur la réparation qu'on est venu dire on doit quand même célébrer ce qui est arrivé. Et je ne suis pas d'accord également que l'on célèbre, que l'on repart sans désigner les auteurs. Puisque ça, c'est notre rente qu'on est en train de donner à ceux qui sont aujourd'hui à retour en disant vous pouvez tuer, vous pouvez violer et le gouvernement paiera. Les victimes ont aussi besoin de regarder le bourreau dans les yeux, de connaître la vérité. C'est à cela que cette situation peut changer. Évidemment, il n'y a pas que les auteurs, je veux dire, les acteurs au pouvoir. Tout le pays voisin, le Rwanda, l'Ouganda, vivent du génocide au Congo. Et donc, cette situation de non-État leur profite et ils ont intérêt à les perpétuer, bien entendu avec notre complicité, puisque si on ne pillait pas la ration des militaires, si notre armée était encadrée, si les jeunes Wazalendo étaient encadrés, on n'en arriverait pas là. Donc il y a une bonne part, à vous entendre, il y a une bonne part des Congolais dans cette histoire des génocides. C'est pourquoi la communauté internationale n'arrive pas à faire confiance aux pleurs. Disons que les responsabilités sont partagées. Okay. Il y a une grande part de politique congolais et si ça ne change pas, rien n'avancera. Il y a une part de la population congolaise, mais il y a aussi un complot. Si on se rappelle à la fin de la guerre froide, on avait demandé à Henry Kissinger qu'est-ce qui reste comme menace pour les États-Unis. Il a dit la démographie galopante en Afrique. Et quand on voyait en Afrique, où est-ce qu'il y a une population jeune qui se développe assez vite, c'est au Congo. Et donc il y a une intention réelle de réduire la population congolaise parce qu'elle apparaît d'abord comme une menace, puisque si nous sommes nombreux et instruits, nous allons consommer nous-mêmes nos propres ressources, mais aussi avec le vieillissement de la population à l'extérieur, vous sentez que le Rwanda, l'Ouganda sont utilisés, mais toutes les filiales, comment je vais dire, tout le film économique qui sont derrière ce massacre, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, ils volent le minerai ici, vous allez au tribunal américain, on vous dit ils ont raison. On fait travailler les enfants, vous allez en Angleterre, vous avez toujours tort. Et donc, il y a un complot international contre la RDC, et si nous-mêmes, on ne prend pas conscience, peut-être nous, on peut encore parler à ce micro, ce n'est pas sûr que nos enfants, ou les enfants de nos enfants, verront encore ce qui vaut en tant que pays appartenant à la République démocratique du Congo. Nous avons donc une très grande responsabilité pour relancer, comment je vais dire, pour vivre tout simplement. Vous avez entendu qu'il y a un accord entre l'Angleterre et le Rwanda pour renvoyer le réfugié au Rwanda. Le Rwanda lui-même va chercher des terres à cultiver à Brazzaville. Maintenant, ils vont mettre où cette population? Mais ça sera à Rutshuru, ça sera à Beni. Et donc, le terrorisme... Cet accord a été suspendu avec le nouveau Premier ministre, prof. Oui, il est suspendu puisque c'est un courant politique. Est-ce que demain, si les conservateurs entrent au pouvoir, on n'aura pas encore la même situation? Mais l'intention derrière, c'est quoi? Donc, tous ces terroristes qui arrivent en Europe, on vous les envoie, mais ce n'est pas au Rwanda qu'ils vont venir. C'est ici, en République démocratique du Congo, il y a encore des espaces. Donc, nous avons une grosse responsabilité de nous battre, puisque nous sommes déjà sacrifiés, mais il y a quand même un minimum que nous devons laisser à nos enfants. Et comme le disait Maître Toto, il y a une recette, c'est la justice. Parce que quand on voit ce qui s'est passé à Nuremberg, quand on voit ce qui s'est passé avec le TP hier, quand on voit la paix qu'il y a aujourd'hui au Libéria ou en Sierra Leone,
on n'a pas eu besoin de grandes missions des Nations Unies. Dès l'instant où vous avez un tribunal qui a des compétences élargies, tout ce qui pourrait oser initier des crimes ou disons des entreprises de violence, ils seront dissuadés. Et on va avoir effectivement ce qu'on appelle la garantie de non-répétition. Merci beaucoup.